Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse des sujets un peu brûlants du moment, avec notamment pas mal de choses sur l'USDT. On va reparler également du plafond de la dette, qui est le sujet un peu brûlant cette semaine aux États-Unis. Et puis, on va faire de la price action comme d'habitude. On est là sur le BTC face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et surtout, mettre un like, c'est important, c'est ça qui pousse les vidéos vers le haut. Donc on est ici en train de continuer un petit peu dans cette phase de range qu'on va dire entre 27,4 et 26,5. Tout à fait possible ici de jouer le range en daily sur des petits mouvements de $1000 qui peuvent tout de même être assez rémunérateurs. Après, ce qu'on peut dire ici, c'est que pour le moment on semble se calmer plutôt sur le bas du range. On a retesté la ligne basse ici autour des 26,6 et concrètement la perte par contre, donc c'est-à-dire faire une bougie entière en dessous du niveau des 26,5 pourrait nous dire qu'effectivement on va directement retester les 25,2. Pourquoi ça? Parce que je l'ai déjà un petit peu expliqué hier, mais on est en train de tester ici le creux qui est là. Venir enfoncer ce creux là veut dire tout simplement venir tester le creux suivant qui lui-même est ici, d'accord? Voilà, rien de plus à dire sur le daily. On va ici passer directement sur le 4 heures. Sur le 4 heures, ce qu'on peut voir, bon c'est effectivement cette zone de combat, encore une fois, c'est un petit peu la même chose. On est ici sur une structure qui est potentiellement baissière, vous le voyez, on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts qui n'arrivent pas, eux, à prendre leur top. Par contre, ce faisant, on est en train d'accumuler potentiellement de la liquidité au-dessus des 27,7 et on est également en train d'accumuler de la liquidité juste en dessous au niveau des 26,2. C'est ce qu'on voit également tout simplement quand on regarde ici la zone de combat en question. Vous voyez qu'on a un delta qui est plutôt en faveur des shorters, donc d'une hausse du prix pour aller les liquider tout simplement. En l'occurrence ici, on voit très bien que le prix est flat et on a le même nombre d'ouvertures de position dans les deux sens, donc ça semble assez cohérent par rapport à tout ça. On va faire la news, ensuite on viendra faire les plus petites time frames, mais avant un petit tour sur Ethereum. Et sur Ethereum, sincèrement, on est à peu près dans la même configuration. C'est-à-dire le niveau à tenir, il est autour des 1743 et ça on en a déjà parlé hier. On a également une 4 heures qui elle est baissière pour le moment. Pas vraiment de signe de retournement, on ira voir les plus petites time frames plus tard. Ethereum BTC qui est flat, donc vraiment à plat aujourd'hui, vous le voyez 0%, et puis une dominance Ethereum qui reste autour des 20%. Stablecoin dominance, on a déjà fait l'analyse hier et on reste à peu près sur les mêmes choses que ce qu'on avait dit. À partir de là, on va aller traiter la news. Et la news, pour moi, la plus importante en tout cas, elle est autour de Tether, elle est autour de la publication tout simplement des profits de Tether. Donc l'USDT, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils nous ont dit qu'ils avaient fait 1,5 milliard de profits pendant le premier trimestre 2023 et nous dit Cryptadamus que si jamais ils avaient exactement les mêmes assets qu'à la fin de ce fameux trimestre, donc ils avaient gardé tous les mêmes investissements pendant tout le trimestre, et bien à ce moment-là, s'ils avaient parfaitement timé le marché et que 100% de leurs investissements étaient dans des investissements de bons du trésor à court terme, à ce moment-là, ils auraient fait au maximum 1,15 milliard. Donc ce que nous dit ce tweet, c'est que si jamais Tether avait eu une boule de cristal, qu'ils avaient timé parfaitement le marché et ils avaient fait les investissements les plus intelligents exactement au bon moment, et bien à ce moment-là, ils ne pourraient même pas arriver aux 1,5 milliard de profits qu'ils revendiquent, on va dire. Ici, on peut voir que, effectivement, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'ils auraient liquidé du monde, donc qu'il y aurait eu des crédits qui étaient backés en fiat, etc., et qu'ils auraient profité de tous les mouvements, très exactement au maximum de ce qu'ils auraient pu le faire. On va faire simple ici. Et concrètement, ça voudrait dire que, quelque part, ce que nous dit ce tweet, c'est que ça n'est pas réellement
possible, en tout cas humainement possible, d'arriver à ce type de... Il y a des choses qui sentent pas très bon, entre guillemets, dans tout ce que nous dit Tether ici. Donc ici, on nous dit, est-ce que vous pensez que Paolo Sardino est réellement, donc le CEO de Tether, est un génie de l'investissement, ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui sent pas très bon? Je vous laisse seul juge là-dessus. En tout cas, ce FUD est en train petit à petit de prendre place. Et effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu louches là-dedans, comme malheureusement assez souvent avec l'USDT. Donc attention à ça. Deuxième chose, on n'a toujours pas atteint, on est toujours au stade des négociations, mais surtout on a ici mis entre parenthèses ces fameuses négociations et on n'a toujours pas atteint de consensus au niveau du rehaussement du plafond de la dette américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette dette est plafonnée, elle est plafonnée par la loi tout simplement, et la Chambre des représentants doit voter ici le fait que ce plafond soit rehaussé. Le problème que ça pose, c'est que Biden en ce moment il est au Japon. Le problème que ça pose également, c'est que on va arriver à un moment où les États-Unis ne pourront plus payer leur dette le 1er juin, donc dans 11 jours, à partir de maintenant, 10 jours. Et le souci ici, c'est tout simplement que le plafond de la dette va être rehaussé. Il y a un moment donné où ils vont arriver, en fait c'est une partie de bras de fer ici que vous avez, et ça arrive régulièrement aux États-Unis, surtout quand vous devez arriver à un accord bipartisan sur lequel les deux parties sont d'accord. Biden n'a pas la majorité ni au Congrès ni à la Chambre des représentants, et donc du coup on va avoir ici cette partie de bras de fer qui va faire que d'un certain côté vous allez avoir on va dire les anti-Biden qui vont tout simplement dire tu ne pourras plus dépenser, enfin ils vont limiter cette rehausse du plafond de la dette à un montant qui ne lui permet pas de finir son mandat dans des bonnes conditions, et à l'inverse vous allez avoir Biden qui va refuser les propositions de rehaussement du plafond de la dette qui semblent pour lui trop basses pour terminer son mandat dans des bonnes conditions, c'est-à-dire mettre à profit tout simplement les réformes que lui voulait passer. Donc ça, c'est un problème récurrent aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui arrive plus ou moins tous les 2 ans. Et en l'occurrence, ici, il va falloir qu'ils arrivent quand même à un moment donné à un accord, tout simplement, puisque dans 10 jours, les États-Unis seront en défaut de paiement. Donc il y aura certains de leurs engagements qu'ils ne pourront pas payer. Donc ça peut poser un réel problème, et un réel problème au niveau mondial. Ici, le Bitcoin qui reste autour des 27 000 $, alors que Powell fait des commentaires qui sont plutôt dovish. Dovish, ça veut dire plutôt en faveur, on va dire, d'une pause de la Fed, en faveur du fait qu'on arrête d'augmenter les taux, ou en tout cas en faveur d'un combat qui est plutôt en faveur de l'économie que contre l'inflation. Voilà, c'est ça. Dovish, c'est l'inverse de hawkish. Hawkish, ça va être on va se battre contre l'inflation, et dovish, ça va être il y a un problème avec les banques en ce moment, on va calmer un petit peu les choses. Le fait que ici on ait arrêté d'augmenter aussi vite, puisqu'on est passé de 0,75 à 0,50 à 0,25, finalement est en train de calmer un petit peu cette histoire-là, etc. Donc on a des commentaires de Powell qui sont plutôt dovish, encore une fois. Journal du coin, on n'a pas grand chose. Finbold non plus, donc au niveau des news on va passer là-dessus. Pareil sur The Block, Cointelegraph, même chose, on va passer. Bitcoin.com, des experts qui nous disent que la monnaie commune des BRICS serait tout simplement designée pour faire baisser la dominance du dollar. Bon, ça paraît relativement évident. Pas la peine d'être un expert pour comprendre ça. Ici, toujours par rapport au plafond de la dette, toujours des choses par rapport au plafond de la dette. Calendrier économique, on en a parlé hier déjà. On aura le GDP, donc le PIB américain, ça sera jeudi. On aura les minutes de la Fed, retranscription écrite de tout ce qui s'est passé pendant le dernier meeting, ça sera mercredi, et on aura le PCE, Personal Consumption Expenditure, on va dire indicateur très important sur l'inflation, et ça sortira vendredi. Et ici, toujours rapport au plafond de la dette sur MarketWatch. On va passer assez vite sur la liquidité aujourd'hui, mais avant de traiter ça, on envoie la page de pub.
Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors, montant des liquidations des dernières 24 heures, 30 millions, c'est-à-dire rien. Normal, le prix a été extrêmement flat, donc du coup, voilà, 10 millions sur Ethereum, 10 millions sur Bitcoin, 10 millions sur Ethereum, donc pas grand-chose à dire de ce côté-là. Vous voyez qu'on était sur un encéphalogramme plat du côté de Bitcoin. Des gros ordres d'achat qui, pour l'instant, subsistent, et ce, dans la zone à peu près des 25 000. 25 000, 25 200. C'était une barre effectivement qu'on a souvent mis en avant sur la chaîne depuis un petit moment. On a 300 bitcoins à passer autour des 26 000, pardon. Et 27,5 des ordres à la vente et 28 quelques ordres à la vente également. Ici 129 bitcoins et ici 145 bitcoins. Donc ça, ce sont les ordres au spot qui ont été déjà inscrits dans le carnet d'ordre. Ensuite, sur les marchés en levier, ben, on est à plat. Vous voyez qu'hier, on avait mis en avant ces 2 bornes. Pour l'instant, on ne choisit pas de direction. Vous voyez que par contre, il y a une forte variation, notamment sur ce mouvement-là, ici, tout ce mouvement-là, de l'open interest. Donc le prix reste plat, mais effectivement, on a quand même des liquidations qui se passent. On approche des 5,7 milliards en position leveragée, donc on est quand même sur la borne haute. J'ai envie de dire qu'en général on déleverage à peu près quand on arrive aux 6,33 milliards. Pour le moment on en est loin, donc on peut reprendre du levier ici, ça n'est pas trop un problème. Et à partir de là, oui pardon, on va continuer là-dessus. Globalement on a eu effectivement un léger niveau de short sur ce niveau-là, et on a eu quand même depuis cette nuit à peu près, 6h30 ce matin, pas mal de gens qui se sont positionnés en long, puisque vous le voyez, le funding est en train de réaugmenter, très légère augmentation de l'open interest. Donc ce qu'on peut dire à ce stade et là-dessus, c'est qu'on a peut-être effectivement un niveau à prendre au niveau des longueurs, à peu près dans cette zone-là. Si j'arrive à récupérer ça, hop. Et bon, c'est pas grave, on va le laisser en bleu, on va passer sur, on va sauver, on va passer sur Ethereum. Alors sur Ethereum, en l'occurrence, c'est à peu près la même analyse. On a eu
On a eu également quelque chose de très plat. Vous voyez qu'on avait ce niveau à prendre en haut, il n'a pas été pris et effectivement depuis ce matin on est également pas mal longué, donc on va estimer qu'il y a peut-être quelque chose à prendre ici en dessous sur la borne des 1805 $. Pour le moment on a eu 813, donc vous comprenez que ça correspond à une très faible action de prix. En ce qui concerne les liquidations, on en a déjà parlé, on a un petit peu la même chose des deux côtés ici. Sur Ether, même histoire, au niveau des poches de liquidité, on a des positions qui s'ouvrent, vous voyez qu'elles sont un peu moindres par rapport à Bitcoin, et toujours un delta en faveur des shorters. Dans l'autre sens, si jamais je regarde les liquidations en 12 heures, je pense qu'on a très exactement la même chose, c'est-à-dire les mêmes positions qui s'ouvrent des deux côtés. On passe sur la 7 jours. Et sur la 7 jours, on voit qu'on a effectivement quelque chose à prendre au-delà des 28 000 $. Donc ça, c'est intéressant. La question maintenant, c'est quelle est la direction préférentielle, sachant que le contexte est un petit peu mauvais avec cette histoire de plafond de la dette, peut-être ce FUD sur USDT qui est en train d'arriver. Donc est-ce qu'on va aller chercher cette borne-là, c'est-à-dire 25,7 ? Est-ce qu'on va aller chercher les ordres autour des 25,2, 25,4 qui sont dans le carnet d'ordre ? Ou alors est-ce qu'on va tout simplement venir liquider ici la partie des 28 ? Donc là, c'est un petit peu choisissez votre camp. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à être haussier pour ce week-end. Ça fait un petit moment que j'ai plutôt tendance à être haussier dans la totalité de ce range depuis qu'on a pris tout simplement en un mois cette borne basse ici. Cela dit, bien évidemment, le prix fera bien ce qu'il voudra. Concrètement, 30 400 à prendre ici en haut et à peu près 25,2 à venir chercher ici en bas sur la 1 mois. Sur Ethereum, même analyse, on va pas ici forcément réitérer, si ce n'est que Ethereum a des choses à prendre en bas, contrairement à Bitcoin. Ethereum a des choses à prendre en bas, ce dont je parle depuis plusieurs semaines. On va maintenant aller faire les petites time frames sur BTC. Alors, les petites time frames, concrètement, on l'a dit, on a une 4 heures qui est baissière, une 1 heure qui est flat avec un mouvement dans les deux sens. Vous voyez qu'ici, on est venu prendre la liquidité en haut, on est venu prendre la liquidité en bas, donc on a nettoyé un petit peu l'histoire. Et ça, c'était hier à 17h. Et puis ensuite, on s'est remis à plat sur cette zone des 26 850. Donc, on a une 1 heure qui n'a pas forcément une direction, si ce n'est, sauf à dire que on a un début potentiellement de 1 heure haussière, quelque chose comme ceci finalement, hop, comme ça, et là, on est potentiellement en train de ne pas enfoncer ce plus bas là pour venir prendre ce plus haut là. C'est un début de structure, mais vous voyez qu'elle est vraiment à plat, hein, donc c'est difficile ici de vraiment dire que la structure est telle qu'elle. Même chose, sur le 15 minutes, on est complètement à plat, c'est le week-end, vous comprenez ici que même déjà depuis hier, bon, à part ce petit mouvement ici à 17h, donc pendant qu'en fait ça cotait à Wall Street, depuis ce samedi, on est complètement à plat, et c'est ce qu'on voit régulièrement maintenant le week-end, c'est-à-dire que auparavant, on avait des mouvements de liquidation assez forts le week-end visiblement par manque de liquidité le week-end, c'est-à-dire la fin de Silvergate, de Signature Bank of New York, toutes ces banques qui finalement officiaient dans la crypto, mais surtout bien évidemment le SEN, Silvergate Exchange Network, qui permettait finalement aux market makers et aux exchanges de se prêter des dollars entre eux, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce système n'existant plus. On a assez peu finalement de mouvements de liquidation qui se passent le week-end. En tout cas, si vous regardez les week-ends dernièrement, vous allez voir qu'on a assez peu je ferai probablement même une vidéo dédiée là-dessus, puisqu'on a des indicateurs qui nous permettent, en fonction des jours de la semaine, de dire quelle a été la volatilité. Donc on pourra réduire l'étude à depuis que Silvergate finalement a été mis hors circuit, quelle est potentiellement la volatilité le week-end. Et pour moi, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus faible. Donc voilà l'idée, pas de direction préférentielle finalement sur ce samedi-dimanche. Sur les petites time frames, vous voyez ici que si on dit, bon, on est dans un range à peu près entre la borne basse qui est quelque part par là, hop, on va la mettre quelque part par ici, voilà. Si ça c'était la borne basse, et si jamais ça c'était la borne haute, on va dire quelque part par ici, comprenez bien que on est sur la mid-range, là on est en train de repartir vers le haut de range, et là on a eu une déviation en haut et une déviation en bas, c'est-à-dire là on est venu prendre la liquidité qui était au-dessus, donc ça va très vite tout simplement parce que tous les stops qui étaient garés là sont pris, et également tous les points de liquidation, donc ce sont des ventes forcées, et puis après vous repartez, vous faites le même mouvement dans l'autre sens, et vous allez prendre la liquidité en dessous, même chose, donc on peut s'attendre à faire
faire encore une fois la même chose, c'est-à-dire un espèce de réveil soudain dans un sens puis dans l'autre, tout simplement parce qu'on a effectivement des stops qui s'accumulent à la fois d'un côté et puis de l'autre dans ce range. Donc malheureusement, l'étude, on va dire, de petit time frame slash scalping slash où on va, elle est plutôt indécise également aujourd'hui. Si ce n'est à dire que la 1 heure est potentiellement en train de passer haussière, et encore une fois, c'est quelque chose où on attendra un troisième bottom et un troisième top pour vraiment dire qu'on a une structure. Pour l'instant, pas vraiment de direction préférentielle malheureusement dans ce sens. Voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Vous voyez qu'on a survolé aujourd'hui, mais c'est pas mal de temps en temps aussi de faire tout simplement quelque chose d'un petit peu plus concis. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera sur... Est-ce que vous utilisez beaucoup les messages enregistrés sur WhatsApp? C'est-à-dire vous ne vous prenez pas la tête tout simplement à écrire quelque chose, mais vous faites un message enregistré. Personnellement, j'ai remarqué que les gens avaient tendance à faire des messages enregistrés, donc ceux que vous envoyez avec la voix à rallonge. Et personnellement, moi, je préfère écrire. Je préfère écrire parce que ça me permet de structurer ma pensée, d'aller à l'essentiel. Et je trouve que c'est du temps gagné pour la personne qui reçoit. Maintenant, c'est une autre école. C'est potentiellement, je suis peut-être potentiellement un petit peu de la vieille école, mais voilà, ça sera la question à la con du jour. Il y en a tous les jours, et du coup il y en a qui sont vraiment des questions à la con, et en l'occurrence ça sera celle-ci aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien et très bon trading à tous, à bientôt.